Pendant 3 décennies, Johnny Carson a dominé le paysage télévisuel du soir avec une autorité subtile et des standards inébranlables. Courtois mais imposant, il décidait qui faisait partie du cercle intime des émissions de fin de soirée. Franchissez une ligne invisible et vous disparaissiez sans explication ni renvoi public, simplement effacé du calendrier des réservations pour toujours. Cet exil tacite en disait long. Si vous commencez à vous prendre trop au sérieux et à faire des déclarations sur des questions de société, votre mordant comique s'émousse inévitablement en cours de route. Il n'était pas seulement un présentateur, mais un gardien de la pertinence culturelle. Quand il fermait une porte, elle restait scellée définitivement. Voici les 10 personnes que Carson a écartées du Tonight Show. Certaines à cause de leurs propos, d'autres à cause de leur personnalité. Numéro 12, Uri Geller. Certains invités offrent du divertissement. Uri Geller ne s'est attiré que de l'embarras. Apparu en 1973, il prétendait avoir des capacités paranormales pour plier les couverts et lire dans les pensées. Carson, avec son expérience en magie, est resté sceptique. Discrètement, il a fait examiner tous les accessoires à l'avance. Aucune supercherie permise. Geller est arrivé, s'attendant à une autre démonstration de routine. Mais ce ne fut pas le cas. Ce qui suivit devint l'un des moments les plus malaisants de la télévision. Geller s'agitait nerveusement, transpirant, répétant sans cesse « Mes pouvoirs se sentent faibles ce soir ». Rien ne plia. Absolument rien ne bougeait. Rien ne fonctionnait du tout. Carson conservait une expression stoïque sans prononcer le moindre commentaire. Les rires gênés de l'assistance remplissaient le silence. Geller n'a jamais retrouvé son sang-froid. Après la diffusion de l'émission, Carson aurait, dit-on, fait la remarque suivante. Si ses capacités étaient authentiques, il aurait anticipé ce résultat. Et aucune invitation de suivi ne s'est matérialisée. Cette apparition a instantanément stoppé l'élan grand public de Geller. Il a accusé Carson, dénonçant un traitement injuste. La réalité? Carson avait simplement demandé une performance sans illusion. Et quand elle a échoué, toute opportunité a disparu. Geller a continué ses tournées, insistant sur l'authenticité de ses prétendues capacités. Mais sur la scène de Carson, la mystique s'est évaporée devant des millions de personnes. Il n'est jamais revenu, car Carson valorisait l'authenticité bien plus que le spectacle. Numéro 11, Buddy Hackett. Buddy Hackett déclenchait des rires explosifs partout où il se produisait. Dans les boîtes de nuit, à Vegas, sur les plateaux de tournage, son récit exubérant et bruyant semblait inarrêtable, jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement sur la scène de Carson. Ses apparitions au Tonight Show ont, au début, enchanté absolument tout le monde. Carson appréciait sincèrement l'énergie frénétique de Hackett, ses histoires un peu osées et ses digressions totalement imprévisibles. Ils partageaient une amitié véritable hors caméra, jouant parfois au golf ensemble, loin des regards indiscrets d'Hollywood. Mais la télévision fonctionnait selon des règles bien différentes de celles des boîtes de nuit enfumées. Les réglementations de la FCC, les normes des chaînes, les sensibilités des annonceurs. Autant de limites que Hackett avait du mal à respecter. Ses premières apparitions au Tonight Show sont restées relativement contrôlées. Cependant, au milieu des années 1970, ces numéros ont progressivement repoussé les limites. Une soirée fatidique allait tout bouleverser. Hackett est arrivé pour son numéro programmé, légèrement alcoolisé, ce qui n'était pas inhabituel pour les artistes de Vegas de cette époque, mais c'était tout de même perceptible. Carson a commencé leur interview avec des questions standards sur les performances récentes. Hackett a répondu par une anecdote d'une vulgarité exceptionnelle, impliquant un couple de célébrités, des termes explicites et des détails anatomiques totalement inappropriés pour la télévision. Avant que Carson ne puisse intervenir, l'histoire a basculé dans un domaine que même les émissions de fin de soirée n'auraient pu tolérer. Les dirigeants de NBC auraient, selon les rumeurs, regardé avec horreur le visage de Carson se crisper. Il a tenté de détourner la conversation, mais Hackett a poursuivi sans fléchir. Après une pause publicitaire, le segment de Hackett s'est terminé brusquement, visiblement plus court que prévu. Les téléspectateurs n'ont rien vu d'anormal, au-delà des contraintes de temps usuelles. En coulisses cependant, tout a changé. Carson n'a jamais critiqué Hackett publiquement. Leur relation personnelle a continué. Ils partageaient encore parfois des parties de golf. Mais professionnellement, la séparation est restée absolue. Interrogé des années plus tard sur l'absence de Hackett au Tonight Show, Carson a simplement répondu « Certains amis sont de meilleurs compagnons de table que des invités de télévision. » Numéro 10. Don Rickles. Don Ricks n'était pas qu'un simple invité, mais un ouragan comique, un humoriste d'insultes professionnel qui a balayé Hollywood avec son sourire caractéristique et son audace illimitée. Pourtant, même lui a rencontré des limites, que Johnny Carson avait clairement établies. Rickles apparaissait fréquemment, et le public l'adorait. Il partageait une alchimie naturelle. Rickles se moquait de Johnny, qui lui répondait avec son rictus sec caractéristique. Mais un soir, Rickles a vraiment franchi une limite. Pas pendant l'émission du Tonight Show elle-même, mais il animait l'émission.
Carson était absent ce soir-là, Rickles a donc pris sa place. Pendant l'émission, il a manipulé le précieux étui à cigarette de Johnny, un accessoire que Carson utilisait depuis des années, et l'a légèrement endommagé. Rickles a affirmé que cela s'était produit spontanément et sans préméditation. Quand Carson est revenu et a découvert l'incident, il était furieux. « Il a abîmé ma boîte spéciale », a dit Carson aux membres du personnel. Le soir suivant, Carson a interrompu le tournage en direct de CPO Sharkey par Rickles, entrant sur le plateau en pleine scène pour le confronter devant la caméra. Ce moment est devenu une séquence légendaire. Les spectateurs ont ri. Rickles a pouffé. Mais en privé, l'affaire n'était pas amusante. Il semblerait que Carson ait temporairement écarté Rickles de la liste des invités. Non pas de manière permanente, mais suffisamment longtemps pour qu'il puisse faire passer son message. Pour Carson, cette question dépassait largement le simple accessoire en lui-même. C'était une question de respect. Ce bureau, ce conteneur, cette chaise représentaient un véritable territoire sacré, pas de simples éléments de décor. Rickles finit par revenir, bien qu'une tension sous-jacente ait continué de persister. Carson ne confiait son domaine qu'à un très petit nombre d'individus, et Rickles, malgré son charisme, apprit que même l'amitié avait ses limites. Numéro 9, Madonna. Madonna n'a pas simplement fait une apparition au Tonight Show, elle l'a pris d'assaut. Son passage en 1987, qui se voulait une simple promotion décontractée avec quelques éclats de rire et peut-être une brève mention de sa musique, s'est plutôt mué en une performance provocatrice. Carson a à peine eu le temps de parler avant qu'elle ne transforme l'interview. En moins de 60 secondes, elle s'est penchée en avant et a chuchoté « Johnny, as-tu déjà eu une relation amoureuse avec quelqu'un qui t'a maîtrisé ?» Le public a ri. Carson, non. Elle a continué sans relâche avec des commentaires suggestifs et sans aucune retenue. Chaque réponse regorgeait d'insinuations sexuelles visant Johnny. Il tenta de garder sa contenance, bien que son sourire se crispa et que ses pauses s'allongèrent. En coulisses, les dirigeants de NBC partageaient son profond malaise. Les plaintes des téléspectateurs inondèrent le standard téléphonique. Le public s'est senti offensé, les annonceurs devinrent inquiets, et Carson, lui, était furieux. Il ne l'a jamais exprimé publiquement. Il n'avait pas besoin de le faire. Madonna n'a jamais reçu d'autre invitation. Il a plus tard plaisanté que son passage lui avait donné l'impression d'être un enfant de chœur à un rassemblement de motards. Mais l'inconfort n'était pas le seul problème. Le contrôle était tout aussi important. Carson dirigeait un programme structuré, propre, intelligent et organisé. Madonna a délibérément bousculé cette formule. Elle se considérait comme repoussant les limites. Carson la trouvait irrespectueuse. Leurs approches s'entrechoquaient fondamentalement. Elle représentait le feu. Lui, il incarnait la froideur de la glace. Dès la fin de l'interview, sa place sur la liste des invités disparut. Aucune annonce publique d'interdiction ne suivit. Aucune polémique n'éclata. Juste une opportunité discrètement close. Avec Carson, les exclusions faisant les gros titres n'étaient pas nécessaires. Il a suffi de lui faire regretter amèrement son invitation. Numéro 8, Fred Rogers. Fred Rogers fut mis à l'écart, non pas pour un comportement scandaleux, mais bien pour son excessive gentillesse. Sa seule et unique apparition au Tonight Show s'est avérée immédiatement inconfortable. Carson recevait habituellement des humoristes, des musiciens, des politiciens, tous avec des blagues préparées. Rogers est arrivé avec le même calme et la même douceur qu'il avait dans le quartier de Monsieur Rogers. Il parlait délibérément, doucement, comme s'il s'adressait à de jeunes enfants. Le public paraissait désorienté, et Carson aussi. Rogers, lui, a abordé le thème de la gentillesse. Carson, de son côté, a essayé d'apporter une touche d'humour. Rogers demeurait sans réaction. Il n'existait aucun conflit, simplement deux approches totalement incompatibles. Un producteur a plus tard fait remarquer, le segment fut bref. Les applaudissements restèrent polis, mais le consensus en coulisses devint évident. Plus jamais. Carson n'avait aucune animosité envers Rogers. Il le respectait, mais le Tonight Show reposait sur le rythme, la cadence et la vivacité. Rogers avançait au rythme de l'établissement de la confiance. Après l'épisode, Carson aurait dit au scénariste « C'est une personne honorable, mais sa présence donnait au programme l'allure d'un service religieux. » Fred Rogers ne reçut plus d'invitation, non pas parce qu'il avait commis une erreur, mais parce qu'il ne pouvait pas satisfaire aux exigences de l'émission, vif d'esprit, incisif et d'un humour constant. Rien de personnel, il s'agissait de pure considération de programmation. Rogers a poursuivi la construction de son héritage ailleurs, transformant des vies, refaçonnant l'éducation de la petite enfance, devenant une figure nationale adorée. Mais la scène de Carson lui est restée inaccessible. Parfois, l'exclusion ne découle pas d'un excès, mais plutôt d'un ralentissement du rythme. Numéro 7, Bob Hope. Bob Hope représentait autrefois la principale attraction du Tonight Show, une véritable légende vivante, un invité si régulier qu'il n'avait jamais besoin de réservation. Il a peu. C'est là que le problème est apparu.
Carson respectait Hope. Il partageait scènes, publics et même des compétitions d'audience. Mais à la fin des années 70, ce respect s'est mué en un ressentiment discret. Hope arrivait sans prévenir, accompagné de ses auteurs personnels, de blagues préparées et d'une routine structurée qu'il refusait de modifier. Carson, qui valorisait l'interaction naturelle par-dessus tout, se sentait réquisitionné. Devant la caméra, il gardait le sourire, mais en privé, il bouillonnait de rage. Un ancien producteur a noté que Bob entrait comme s'il s'appropriait les lieux, ce que Johnny détestait. Les segments de Hope se sont transformés en opportunités promotionnelles, en publicité pour des émissions spéciales à venir, en hommages militaires, en références politiques. Ni conversation, ni vulnérabilité, seulement des monologues débités depuis le fauteuil de l'invité. Progressivement, Carson se désintéressa, les interviews raccourcirent, le rire diminua. Puis un jour, les invitations cessèrent tout simplement. Aucune confrontation dramatique n'eut lieu, pas de moment décisif, seulement un effacement graduel. L'espoir disparut définitivement de la liste d'appels. Lorsqu'on l'a interrogé plus tard, Carson a simplement déclaré « Je préfère les invités qui s'engagent vraiment plutôt que ceux qui se contentent d'une performance secondaire ». Les représentants de Hope ne se sont jamais plaints, leur relation publique est restée cordiale, mais des initiés affirment que Carson le considérait intouchable, non pas de manière honorable, mais plutôt de façon ingérable. Pour Carson, le bureau représentait la conversation, et non pas le monologue. Lorsque Hope a cessé d'écouter, Carson a arrêté de l'appeler. Numéro 6. Howard Stern. Howard Stern n'a pas simplement manqué l'occasion du Tonight Show, il s'est éliminé lui-même avant même d'être pris en considération. À la fin des années 80, l'influence de Stern a explosé. Son émission de radio était sans filtre, controversée et agressive sans complexe, et Carson détestait chaque instant. Stern critiquait sans cesse la culture des émissions de fin de soirée, qualifiant Carson de rigide, démodé et ennuyeux. Il est assis là, appréciant son propre humour comme un roi, a fait remarquer Stern à l'antenne. Cette déclaration a définitivement fermé la porte. L'équipe de Carson avait pourtant auparavant envisagé d'inviter Stern. C'était risqué, certes, mais les audiences importaient. Cette conversation s'est terminée immédiatement après que Johnny a entendu les enregistrements. Il n'a pas crié, il n'a pas répondu. Il a simplement déclaré « Nous n'accueillons pas les individus qui manquent de respect à l'environnement avant d'arriver ». Stern a compris ses actions. Il a délibérément provoqué Carson, espérant une réaction, mais Carson ne l'a jamais publiquement reconnu. En privé, il a informé le personnel. Cette chaise lui est définitivement inaccessible. La situation a empiré car Stern se nourrissait du rejet. Chaque fois que Carson l'ignorait, Stern montait d'un cran, se moquant ouvertement de la prestation de Johnny, de son rythme et même de ses vêtements. Finalement, d'autres émissions de fin de soirée l'ont accueilli. Stern est apparu avec Letterman, puis Leno. Mais Carson a maintenu sa position, non par peur, mais par principe. Il pensait que les invités devaient rehausser l'ambiance et non la dégrader. Pour Carson, Howard Stern n'avait pas simplement brûlé les ponts, il n'avait même jamais cherché à en construire. L'exclusion du Tonight Show ne concernait parfois pas uniquement le comportement à l'antenne. Il s'agissait de déclarations faites quand on pensait que personne d'important n'était à l'écoute. Numéro 5. Wayne Newton. Wayne Newton n'a jamais eu l'intention de devenir l'adversaire de Carson, mais Johnny l'a transformé en un sujet de plaisanterie, et Newton a réagi fermement. Pendant des années, Carson s'est moqué de lui publiquement. Ses cheveux coiffés, ses expressions exagérées, son extravagance typique de Las Vegas. Newton représentait des cibles faciles, et Johnny exploitait constamment les opportunités. Wayne Newton prouve que Vegas est la destination finale du talent, a-t-il un jour fait remarquer. Newton communiqua en privé, demandant de la retenue. Carson refusa. Bien au contraire, les commentaires se sont intensifiés. Alors Newton a fait quelque chose de remarquablement inhabituel. Il a affronté Carson directement. Lors d'un événement NBC en privé, Newton l'a approché et a précisé que les blagues avaient dépassé les limites acceptables. Selon des sources internes, il a déclaré « Mentionnez mon nom encore une fois et préparez-vous à me le dire en face ». Carson ne l'a plus jamais mentionné par la suite, mais ne l'a plus jamais invité non plus. Pas de confrontation explosive, pas de désaccord public, seulement une fin silencieuse et définitive. Newton se retrouva parmi les rares artistes officieusement mis sur liste noire pour avoir osé défier Carson. Carson ne répliqua pas par des insultes supplémentaires, il réagit par l'effacement pur et simple. Après cette rencontre, Newton a disparu de la programmation, ni invité, ni mentionné. Il a tout simplement cessé d'exister dans l'univers de Carson, et c'était voulu. Johnny n'avait pas besoin de vous éclipser ou de vous contredire. Il voulait juste que vous partiez. Avec Carson, le contrôle s'étendait au-delà du
Numéro 4, Paul Lynde. Paul Lynde apportait une énergie extraordinaire partout où il se produisait, mais au Tonight Show, cette énergie devenait problématique. Carson n'aimait pas du tout gérer l'incertitude. Lynde était imprévisible, d'une drôlerie incroyable, d'une vivacité d'esprit remarquable et totalement débridée. Dans des émissions télévisées comme Hollywood Squares, cette approche fonctionnait à merveille. Il s'épanouissait au milieu d'un chaos structuré. Mais le Tonight Show n'était pas conçu pour le chaos. Il fonctionnait avec précision, et Johnny Carson n'avait aucune tolérance pour l'imprévisibilité qu'il ne pouvait pas contrôler. Lynde enfreignait ce principe de façon constante. Il coupait les chutes, parlait par-dessus les lancements de Carson et détournait les conversations avec des remarques inattendues, parfois brillamment, d'autres fois créant un malaise visible pour le public, comme pour Carson. La situation en coulisses s'est encore détériorée. Il a été rapporté que Lynde arrivait au tournage après avoir consommé de l'alcool. Certains soirs, cela devenait tout à fait évident. Un discours pâteux, un rythme de parole erratique, des blagues qui tombaient à plat. Carson, éternel perfectionniste, méprisait un tel comportement. Les producteurs tentaient de préparer Lynde avant les émissions, mais ils y parvenaient rarement. Il abordait l'émission comme une simple réunion mondaine, pas une production télévisée. Après une apparition particulièrement inégale, Carson prit sa décision. Sans annonce ni geste dramatique, il ordonna simplement à son équipe « Retirez Paul de la liste ». L'affaire était close. Pas d'explication publique, pas d'adieu. Juste une élimination silencieuse. Lynde ne revint jamais au Tonight Show, et Carson ne l'a plus jamais mentionné. Ironiquement, Carson appréciait l'humour incisif, mais exigeait une certaine structure. Lynde, elle, offrait une intensité sans aucune retenue. Pour Carson, c'était là le point de rupture absolu. On pouvait faire preuve d'audace, de volume, même le taquiner en direct à l'antenne. Mais en manquant de respect au rythme, au silence, au timing, Carson vous montrait la sortie. Une fois fermée, cette porte ne s'est plus jamais rouverte. Numéro 3, Charlton Heston. Charlton Heston affichait une présence imposante partout où il allait. Une véritable royauté hollywoodienne, stoïque, composée, toujours imposant. Mais dans le Tonight Show, cette présence créait une certaine tension. Carson appréciait les acteurs qui savaient faire preuve d'humilité. Heston, lui, ne le faisait pas. Chaque interview ressemblait à une conférence. Il faisait des monologues, riait rarement, et ses rires semblaient répétés. Carson a d'abord accepté cette approche, mais la dynamique a changé à la fin des années 80 quand Heston est devenu de plus en plus politique. En tant que président de la National Rifle Association, il exprimait ses opinions partout, y compris en coulisses. Carson, modéré en privé, qui gardait la politique hors antenne, désapprouvait. Heston n'avait enfreint aucune règle lors de ses apparitions, mais son comportement, sa présence, entrait en conflit avec l'atmosphère que Carson avait mis des années à cultiver. Le Tonight Show n'était pas conçu pour le débat, il offrait du divertissement. Un producteur se souvint. Chaque fois qu'Heston apparaissait, l'énergie diminuait de façon notable. Le dernier incident eut lieu en coulisses. Heston aurait demandé du temps supplémentaire, insistant pour aborder la récente législation sur le contrôle des armes à feu. Carson refusa. Des mots furent échangés. Pas bruyamment, pas avec émotion, juste fermement. Après cette soirée-là, Heston a disparu des plannings de réservation. Aucune annonce, aucune publicité, simplement un retrait discret. Interrogé des années plus tard sur la raison pour laquelle Heston n'était jamais revenu, Carson a esquissé un léger sourire et a déclaré « Ce plateau n'est pas destiné au discours ». C'était là sa limite. Il n'accueillait pas de discours politique. Il créait le rire, la détente et l'évasion. Si les invités ne pouvaient contribuer ou refusaient d'essayer, ils devenaient indésirables, et Heston, lui, projetait une gravité excessive. Numéro 2, Chevy Chase. Chevy Chase est entré au Tonight Show en affichant une assurance de propriétaire. Carson a veillé à ce qu'il ne revienne jamais. Chase a connu un succès phénoménal à l'époque. Saturday Night Live, des films, des articles de magazines. Il faisait preuve d'esprit, de vivacité et d'une arrogance démesurée, à l'excès. Dès ses premiers instants, la dynamique semblait fausse. Il interrompait Carson, gâchait les punchlines, insérait des commentaires qui semblaient plus arrogants qu'amusants. Carson, toujours le tireur d'élite subtil, n'aimait pas être éclipsé, surtout par quelqu'un d'inexpérimenté sur son territoire. Les choses en coulisses se sont détériorées. Le personnel a rapporté que Chase ignorait l'équipe, manquait les réunions de préparation et traitait tout le monde comme des employés personnels. Un écrivain a plus tard décrit Chase se comportant comme si The Tonight Show n'était qu'une extension de sa tournée promotionnelle. Carson évitait les confrontations directes inutilement. Une fois le tournage terminé, Carson aurait simplement dit à son producteur « Évitons de répéter cela, say it easy ». Et ils se sont conformés.
Chase n'a plus reçu d'invitation pendant le mandat de Carson. Pas de désaccord public, pas de scandale à l'antenne, juste un bannissement discret. Ironiquement, Carson respectait les humoristes, mais ne tolérait aucune confiance sans humilité. Et Chase, malgré son talent, manquait totalement d'humilité. Il affichait intelligence et célébrité. Mais assis là, il commit l'erreur fondamentale de tenter de prendre le contrôle. Carson n'a jamais tenu de rôle secondaire dans son propre programme. Pour Johnny, l'animation était une question d'équilibre, et non d'ego. Quand les invités tentaient de modifier cet équilibre pour attirer l'attention, les conséquences suivaient immédiatement. Une apparition définitivement terminée. Chase a ri pendant toute l'interview. Carson n'a plus jamais trouvé cela amusant. Le premier nom sur notre liste, Joan Rivers. Joan Rivers n'a pas été simplement interdite de diffusion. Elle a été, on peut le dire, carrément excommuniée. Pendant des années, elle a été la plus fidèle lieutenante de Carson. Invitée régulière, visiteuse fréquente, confidente professionnelle. Leur alchimie semblait incassable, bâtie sur un respect mutuel et un timing comique parfait. Rivers comprenait parfaitement le rythme de Carson, s'adaptant à son tempo, coup par coup. Elle était la rare invitée à pouvoir finir ses phrases sans paraître présomptueuse. Quand Johnny riait à ses blagues, c'était sincère. Pas le petit rire poli qu'il réservait aux talents moindres. Puis vint 1986. Fox offrit à Rivers sa propre émission de fin de soirée concurrente, un défi direct au trône de Carson. Les initiés de l'industrie murmuraient qu'elle avait personnellement informé Johnny avant de faire son annonce. Elle ne l'a jamais fait en réalité. Il a appris sa défection par les dirigeants de Fox et non par Rivers elle-même. La trahison a été bien plus profonde qu'une simple concurrence. Cela a brisé la confiance. Carson, qui montrait rarement ses émotions en public, était en privé absolument dévasté. Un producteur se souvint, le téléphone a sonné ce matin-là. C'était Johnny. Sa voix semblait vide, creuse. Il a simplement déclaré « Le nom de Joan ne franchira plus jamais le seuil de notre maison ». Puis, le silence s'est installé. Rivers a essayé de le joindre à plusieurs reprises par la suite. Carson a refusé chacun de ses appels. Lorsque les journalistes l'ont questionné sur son départ, il a simplement répondu « Certaines amitiés peuvent survivre aux affaires ». D'autres ne survivent pas au silence. Rivers a admis plus tard avoir tout mal géré, que la peur l'avait empêché de faire ses adieux correctement. Son émission sur Fox s'est effondrée en quelques mois. Sa carrière a trébuché des années plus tard. Mais la porte du Tonight Show est restée définitivement scellée sous le règne de Carson. Il ne s'agissait pas de la compétition. Carson respectait l'ambition professionnelle. Il s'agissait avant tout de loyauté. Dans le monde de Carson, les relations exigeaient une honnêteté absolue. Rivers, quant à lui, a choisi le secret plutôt que la transparence. Et avec Carson, une fois la confiance brisée, aucun succès ni effort ne permettait de revenir. Car certaines limites, une fois franchies, ne pouvaient être effacées. Pas même pour quelqu'un qui avait été comme de la famille. Johnny Carson n'a jamais crié. Il n'a jamais publiquement mis à l'écart personne. Il a simplement cessé de lancer des invitations. Certains invités incarnaient des figures légendaires, d'autres montraient un talent prometteur. Mais dès qu'ils franchissaient les limites, perturbaient le rythme, manquaient de respect à l'ambiance, ou créaient simplement une atmosphère inappropriée, ils disparaissaient. Aucune controverse publique, aucune seconde chance, seulement le silence. Pour Carson, l'émission transcendait le simple divertissement. Cela représentait la précision. Ne pas être à la hauteur de cette exigence entraînait l'exclusion. On dit qu'entrer par la porte la plus difficile d'Hollywood, c'était apparaître au Tonight Show. Mais maintenir sa place dans le cercle de Johnny Carson s'avérait encore plus ardu. Quel invité banni vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour un accès anticipé à nos futures analyses et à du contenu exclusif pour les membres, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre chaîne. Nous n'avons abordé ici que les invités éliminés par Carson. Notre prochaine exploration se penchera sur ceux qui n'ont jamais été autorisés à entrer, quels qu'ils soient.